Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi TCG. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réception d'un item qui me tient particulièrement à cœur. J'ai pas peur de le dire, c'est probablement la plus grosse réception que j'ai jamais eue dans ma vie, même en termes de financier. C'est un item qui coûte plusieurs centaines d'euros. Je suis extrêmement heureux d'avoir reçu ça. Et j'avais envie de vous le présenter. Il y a beaucoup de gens qui, sur cette chaîne, ne connaîtront pas du tout cet item. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de vous transmettre ma passion, d'attiser votre curiosité sur ce produit exceptionnel. L'idée, ça va être de vous le présenter et de vous expliquer pourquoi c'est si rare et si cher à mon cœur. On est sur ce magnifique tapis Dragon Ball Z. Ça donne des indices à certains sur le chat. Vous savez que moi, j'ai la passion des Cardass. Les Cardass, c'est quoi? Ce sont des cartes en fait des années 90, des cartes de collection éditées par Bandai notamment au Japon, mais qui ont eu des traductions françaises pendant ce qu'on appelle la Dragon Ball Mania des années 90. J'ai déjà fait pas mal de stream collection pour présenter les Cardass, les différentes collections qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas qu'une, notamment les Super Battle qui sont donc du coup les collections les plus connues, hein, celles que vous avez eues dans la cour de récréation, ces fameuses cartes qu'on mettait contre un mur sur lesquelles on jetait des cailloux pour les gagner, ou alors qu'on essayait de lancer le plus proche d'un mur et celui qui lançait le plus loin avait gagné. Voilà, toutes ces cartes que l'on a évidemment maltraitées en tant que jeune français. Et bien voilà, j'ai la passion de ces cartes-là. Alors moi, je les collectionne en version japonaise parce qu'elles sont quand même plus facilement trouvables et dans de meilleurs états, mais j'ai quelques cartes françaises. Et il faut savoir que sur ces cartes-là, le plus dur à trouver, c'est pas tellement les cartes, c'est dur de les trouver dans de très bons états, mais ce qui est très dur à trouver, c'est du scellé. Alors, qu'est-ce que c'est du scellé, évidemment? Eh bien, ce sont des produits non ouverts, que ça soit des boosters ou alors des boîtes de cartes à collectionner. J'ai donc du coup récupéré mon premier item scellé Cardass, et pour vous dire à quel point c'est rare, c'est que c'est tellement rare que vous n'en voyez jamais passer. Je suis sur tous les groupes de collectionneurs sur eBay, sur Vinted, pour essayer de récupérer des objets scellés Cardass de l'époque en français, et c'est totalement introuvable. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème financier, parce que finalement, comme c'est une collection de niche, par rapport à la rareté que ça ne coûte même pas si cher, mais c'est juste que ça, on n'en voit jamais passer, littéralement. C'est de l'ordre en termes de rareté du bloc Néo de Pokémon en français, c'est-à-dire qu'il y a quelques boosters qui sont connus dans des collections à droite à gauche. En termes de boîtes de boosters scellés, on parle littéralement de une ou deux par part connues, voire même zéro dans certaines parts. Bref, c'est de l'archéologie à ce niveau-là. Et je vais vous présenter donc cet item que j'ai reçu. C'est le booster Cardass Part 2, le grand combat. C'est un booster exceptionnel parce qu'il est mint, il est scellé, il est dans un état que l'on ne retrouvera probablement jamais. Ce booster vient d'une display qui a été décellée il y a quelques jours, donc il est sorti de display en 2024. Ce booster a été notamment édité en 1996, donc ce booster a 28 ans. C'est littéralement ma collection préférée. Sans les Cardass, je pense que je ne jouerais pas à Magic. Et sans les Cardass, je pense que je ne collectionnerais pas de cartes. C'est l'amour du carton qui est venu en moi directement quand j'étais un tout jeune minot et que mes parents m'achetaient des Cardass. Donc pour moi, c'est le début de tout. Si je devais garder qu'un seul item de ma collection, ça serait tous mes items Cardass. Ce sont vraiment des cartes exceptionnelles. Alors évidemment, il n'y a aucun intérêt à ouvrir ces boosters-là parce que la valeur unitaire des cartes à l'intérieur coûte très peu cher. Par contre, l'item est tellement rare. Pour vous donner un ordre d'idée, la boîte qui a été ouverte pour pouvoir vendre les boosters à l'unité à l'intérieur, cette boîte de Cardass Part 2, il y en avait, avant qu'elle soit ouverte, seulement 2 scellés connus au monde. 2 dans le monde entier. Une a été ouverte, il n'en reste maintenant plus qu'une. Avoir un booster scellé dans cet état-là de la Part 2 des Cardass, c'est littéralement quelque chose d'exceptionnel. C'est un accomplissement de collectionneur. Je suis complètement fan et c'est un achat qui est évidemment très coûteux parce que c'est très demandé et très recherché. Je suis très content d'avoir eu le droit d'acheter ce petit booster là, le droit parce que forcément il y avait beaucoup de demandes. C'est Poképol qui est un créateur de contenu Pokémon qui a acheté cette boîte au Japon. Elle a été retrouvée au Japon, cette boîte-là. Il l'a fait venir en France et il l'a dispatché pour faire plaisir à plein de collectionneurs. Il y a 30 boosters par boîte. Donc voilà, big up à Poképol qui m'a vendu ce booster. Il est scellé. Et donc elle a été ouverte le 26 août, on est le 6 septembre, donc c'est du tout frais. Le prix d'achat de ce booster là
et c'est le prix d'achat le plus cher que j'ai jamais mis pour un item ou pour une carte à collectionner. C'est 700 euros. Voilà, je n'ai pas de honte à parler d'argent. C'est tellement introuvable et ça n'a tellement pas de prix que j'ai été prêt à lâcher cette somme-là. C'est la première fois que je lâche une somme aussi conséquente dans un seul item. Mais je regrette pas pour l'histoire. Euh, Pourquoi ces cartes-là, elles sont introuvables? Eh bien, il faut savoir que la DB Mania, donc qui a duré de 94 à 97 jusqu'à l'arrêt du Club Dorothée en France, euh, elle a duré quelques années. Et ensuite, quand la DB Mania s'est arrêtée, tous ces boosters-là, tous ces boosters qui étaient vendus au bureau de tabac, qui étaient vendus en presse, eh ben, ils ont littéralement disparu de la circulation parce qu'il n'y avait plus d'intérêt à les vendre. Donc ils étaient dans des arrière-boutiques de tabac et tous les retours presse, parce que vous savez que les presses, quand elles ne vendent pas des produits, elles peuvent les renvoyer donc à la maison qui distribue pour que eux ensuite essayent, je ne sais pas moi, de les refourguer à d'autres personnes. Donc ce qu'on appelle des renvois presse. Tous les renvois presse des Cardass dans les années 90 ont été envoyés en Hongrie. Donc ça veut dire que c'est très difficile pour nous Français de récupérer encore des items scellés comme ça. Il y a eu quand même, avec le renouveau de Dragon Ball Super, un réengouement pour les Cardass qui font que les prix ont explosé et que les gens ont chassé tous les produits scellés. Donc il y en a qui ont réussi à en stocker plein et qui maintenant évidemment les gardent ou alors les dispatchent petit à petit pour ne pas faire dévaluer la cote. Évidemment, si jamais il y a 15 boosters qui arrivent sur le marché, bah forcément les prix vont être plus bas. Donc il y a certains collectionneurs qui en ont plein et qui les distribuent petit à petit. Mais la part 2, il y en a quand même très peu parce que c'est la troisième part la plus rare des Cardass de Bandai sur les 9 parties qu'il y a en français. Donc c'est très difficile d'en avoir. Et globalement, donc avec la hype qu'il y a eu sur Dragon Ball Super et le réengouement pour les cartes rétro Dragon Ball, en gros, tous les stocks de presse de buralistes ont été écumés partout en France. Donc il y en a qui ont retrouvé des stocks de presse qui traînaient dans des bureaux de tabac qui avaient plus de 30 ans. Mais globalement, maintenant, ça n'existe plus. Donc en gros, toutes les presses, donc tous les bureaux de tabac ont été vidés. Euh, Tous les réenvois, tous les retours de presse ont été envoyés en Hongrie. Vu qu'il y a des cartes exclusives, notamment ce type de cartes qu'on appelle les hors-séries, des cartes comme ça qui sont exceptionnelles, hein, que vous pouvez trouver que dans les versions françaises. Vu qu'il y a des hors-séries, et ben forcément le public japonais et le public chinois se sont emparés aussi des versions françaises des Cardass, ce qui fait que globalement sur le marché français, c'est impossible d'avoir ce genre d'item. C'est très difficile, même les cartes, hein, pour avoir une HS Part 3 comme celle-là, dans l'état que je l'ai, elle est mint, hein. En France, c'est très très difficile parce que les Japonais et les Hongkongais, qui sont très collectionneurs de Dragon Ball, ont récupéré la plupart de ces cartes-là. Alors que nous, quand on était jeunes, ces cartes-là, on les a éclatées contre des murs, donc elles sont dans de très mauvais état. Donc vraiment, réussir à trouver un produit comme ça, c'est vraiment de l'ordre de l'archéologie en fait. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Et donc effectivement, ça peut paraître très très cher, 700 euros pour un booster comme ça, et je le conçois, c'est la première fois que je mets cette somme-là dans un item. Mais quand vous vous rendez compte que c'est probablement 100 fois plus rare qu'un booster set de base Pokémon, finalement on commence un petit peu à tempérer, le prix. C'est une partie de l'histoire des années 90 en France. La Dragon Ball Mania, vraiment, ça a été quelque chose d'exceptionnel pour tous les enfants que nous avons été, qu'on soit nés dans les années 80 ou 90. Et donc, c'est particulièrement rare. Ce qui fait que ça ne coûte que, entre guillemets, 700 euros par rapport à des produits Pokémon qui sont beaucoup plus chers. C'est que finalement, c'est de la collection de niche. Que les Cardass Dragon Ball n'ont pas du tout la visibilité, par exemple, de Pokémon ou d'autres produits. Et donc, j'estime qu'à 700 euros, c'est un produit dans cet état-là que je ne reverrai plus jamais passer de ma vie. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le récupère. Voilà, tout simplement. Et que en termes de rareté pure et dure, c'est probablement beaucoup plus rare que des boosters que vous voyez partir à 2 ou 3 000 euros sur Pokémon. Donc ouais, c'est une collection qui a de la gueule, c'est une collection qui raconte quelque chose, c'est une collection qui est très enclin à la nostalgie. Et malheureusement, le seul défaut de la récupération de cet objet-là, c'est que ça met un peu le pied dans la porte. C'est que maintenant, malheureusement,
et ben, j'ai peut-être envie d'en chasser d'autres, des boosters. Il faut savoir qu'il y a 9 parties qui ont été traduites en français, hein. À la base, les Cardass Grand Combat, donc la version française des Super Battle, sont justement donc du coup des versions françaises de cette magnifique collection des Super Battle. Il y a 20 parts au Japon. Et là, donc la part 2 commence à traduire à partir de la part 12 des Cardass japonaises. Et donc il y a 20 parts au Japon et seulement 9 en France. Sauf que forcément, pour trouver des boosters, c'est très compliqué. Alors celui-là, déjà, le plus dur a été fait parce que globalement, c'est le troisième plus rare parmi les 9. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, il y a quand même 5 autres boosters qui coûteraient moins cher que celui-là. Mais ça reste un billet et surtout, on n'en voit jamais passer. Mais voilà, je ne m'interdis pas de, si je retrouve des belles affaires comme ça, de continuer un petit peu la collection jusqu'à peut-être un jour réunir le puzzle du Millennium. Pas du tout. Les 9 boosters Cardass, ça serait incroyable. Ça serait exceptionnel. Je peux vous montrer ce que sont, entre guillemets, les cartes que l'on peut choper dans ce booster-là, parce qu'il n'a de valeur que de par le fait qu'il est scellé. Les cartes à l'intérieur, la carte la plus chère qu'on peut drop dans cette extension, c'est une carte à 70 €, tout simplement parce que c'est la seule extension où vous n'avez pas de hors-série. Voilà, la part 2 des Cardass Grand Combat est la seule extension où il n'y a pas de hors-série. Les hors-séries commémoratives apparaissent à partir de la part 3 et non pas de la part 2. On part sur un budget de combien pour avoir les 9 boosters? Aucune idée, Achnou, pour te donner un ordre d'idée. Les boosters part 3 et les boosters part 8, qui sont donc du coup les boosters les plus rares, en fait, on n'en voit tellement pas passer qu'il y a des offres à plus de 2000 € sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Salut, je cherche un booster part 8 scellé en bon état. J'ai 2000 € de disponible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vendeur ?» Et absolument personne ne répond à cette annonce. Donc, je vais estimer qu'il est possible pour moi de récupérer les autres parts, mais que la part 3 et la part 8 ne seront pour l'instant absolument pas récupérables, ne serait-ce de par le fait qu'il n'y en a absolument aucun de disponible sur le marché et que le peu de collectionneurs qui ont ça sont des passionnés qui du coup ne recherchent pas d'argent et qui du coup ne les lâchent pas. Donc je vais plutôt me concentrer sur les parts 4, les parts 5, les parts 6 qui sont beaucoup plus trouvables et beaucoup plus envisageables. Mais pour certaines parts, ça me semble incomplétable. Ou alors, un jour, la belle histoire, la bonne affaire. Un petit peu comme ce Cardass part 2, hein, finalement, qui... Il y a une boîte qui a été retrouvée, elle a été ouverte, et donc forcément, il y a eu de la disponibilité, quoi. Mais ça me paraît très complexe. Donc du coup, pourquoi ce booster, on parle de la part 2 et on parle jamais de la part 1? Pourquoi c'est ce booster part 2 qui commence, entre guillemets, la réédition française des Cardass Super Battle? Eh bien parce que Bandai s'est planté à l'époque et que la part 1 des Cardass Grand Combat n'est en fait pas une réédition des Super Battle, mais des Cardass Hondan japonaises. Donc si vous ouvrez un booster Cardass Grand Combat part 1, vous n'avez pas à l'intérieur ce qu'on appelait nous des power level dans la cour de récréation, mais des DP. Donc c'est une autre frame, un autre design de carte, une autre collection. Moi, j'ai la collection quasiment full des Super Battle japonaises. Je ne fais pas les Cardass Grand Combat françaises, à part pour les cartes exclusives que sont les hors-série et les spéciales Flash. Mais je ne fais pas les versions françaises des cartes que j'ai déjà. Et donc là, je vais pouvoir vous montrer ce que sont les Super Battle. Cette collection incroyable qui nous a fait rêver quand on était jeune. Et encore une fois, je le dis et j'insiste, je ne serais pas créateur de contenu TCG si je n'avais pas connu ces cartes-là. Moi, j'ai découvert les cartes non pas avec Pokémon, mais avec les Cardass Super Battle. Et donc voici cette collection exceptionnelle. Là, on est sur la part 1, la part 2. Ensuite, on arrive sur la part 3, la part 4, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver, vous allez vite comprendre, à la part 12, qui est donc du coup cette part-là, qui commence à partir de notre ami Gotenks. Et c'est dans cette part-là, entre guillemets, ce sont ces cartes-là que l'on peut retrouver dans un booster Cardass Grand Combat part 2. Sauf qu'au lieu que le texte soit en japonais, eh bien le texte, lui, à la place, est en français, tout simplement. C'est la seule différence. La carte la plus emblématique que vous puissiez retrouver, la plus chère que vous puissiez retrouver en français dans ce booster-là, je vais vous la montrer en japonais, c'est la carte numéro 500 commémorative. Donc cette carte-là, c'est ce qu'on appelle une Hidden Prism. C'est-à-dire que derrière cette carte-là, vous allez pouvoir trouver une carte cachée. Je vous montre à quoi ça ressemble.
le foil prisme des cartes de l'époque. Je vais attendre que la caméra fasse bien le focus, vous allez voir, c'est exceptionnel. La spécificité des Cardass Grand Combat, et là je vais vous vraiment faire un choc mental de l'enfance pour tous ceux qui sont nés dans les années 80-90. Derrière nos cartes, nous pouvions décoller la face avant pour révéler une carte prisme. Et ça, autant maintenant avec Internet, on est au courant de toutes les cartes qui se décollent. Je peux vous dire que dans la cour de récréation, tu étais en train de gratter toutes tes cartes et que d'un coup, il y en a une qui révèle un prisme avec des personnages trop badass. Ce sentiment-là, je pense que nous ne le retrouverons plus jamais. Voilà, c'est quelque chose. La ludicité des Cardass Dragon Ball, le fait qu'il y ait des cartes cachées derrière d'autres cartes, c'est tout bonnement exceptionnel. Donc voilà, vous voyez, moi j'ai toute la collection en peeled et unpeeled. Peeled, ça veut dire en décollé, mais aussi en non décollé. C'était important pour moi de toutes les avoir en non décollé. Et effectivement, donc tu avais des hidden prismes, donc des cartes cachées sous des communes, mais tu avais aussi des doubles prismes, c'est-à-dire des cartes cachées sous des prismes. Et ça, c'est mes préférés, évidemment. Ah ouais, on était vraiment les rois quand on avait ça. Typiquement, derrière ce magnifique Gohan en habit de Kaio, eh bien, si jamais tu la décolles, tu peux découvrir Gohan Ultime. Ça, c'est complètement dingue. C'est celle avec laquelle tout a commencé finalement. Voilà, il me manque quelques cartes de la part 20. Mais c'est pas grand-chose. Voilà, il me manque 2-3 cartes pour compléter. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Évidemment, il y a toutes les communes aussi. Hein. Je peux vous montrer quand même. Il n'y a pas que les prismes. Moi, j'aime bien tout ce qui brille, donc j'ai mis toutes les prismes ensemble. Toutes les versions non brillantes de toutes les parts. Je vais vous montrer la part 12, celle qui est renfermée dans ce magnifique booster. Je crois que ça commence à partir de là. Voilà. Donc c'est à partir de ces cartes-là, la première étant celle-ci. Et voici toutes les cartes qu'on peut retrouver dans mon booster. Sauf qu'elles seront en français à la place d'être en japonais. Donc c'est une collection de fous qui est giga représentative. Tu sais, c'est la même pour tous ceux qui sont fans des années 90, qui se souviennent des Tortues Ninja, des Biker Mice, ceux qui aiment les jouets rétro, les POG, tout cet univers-là qui ramène à l'enfance et qui nous a fait rêver dans les cours de récréation. On est exactement dans le même thème avec les Cardass en fait. Je pense qu'on apprécie ça au-delà du fait que ce soit des cartes. On aime ça parce que ça nous rappelle notre enfance. Et je vous disais que le booster Grand Combat Part 2 était le début des réimpressions Super Battle françaises et que donc du coup la version Part 1 est un plantage de Bandai qui avait donc du coup réimprimé une autre collection. Et je vais vous montrer je vais vous montrer la collection que ça réimprime en fait. Voilà. À l'intérieur du booster Part 1, vous pouvez retrouver ce type de carte. Ça doit vous rappeler des souvenirs. Nous, on les appelait... Les Super Battle, on les appelait les Power Level. Ça n'a jamais été leur vrai nom, c'est les Cardass Grand Combat. Mais nous, on les appelait les Power Level. Et celles-là, donc du coup, c'est les Cardass classiques que en français ont été juste traduites par Cardass FR. Et donc, en gros, ces cartes-là, qui en fait sont des Cardass FR, nous, on les appelait les DP. On les appelait les DP, donc les Power Level et les DP. Et si vous avez un booster Grand Combat Part 1, eh bien, vous avez ce type de carte à l'intérieur et non pas une Power Level. C'est une petite bourde de la part de Bandai. Ça aussi, hein, quelle collection magnifique. Moi, je préfère les Power Level, mais je sais qu'il y en a qui sont très sensibles aussi au DP, bien évidemment. Avec, pareil, les doubles cartes qui se décollent. Vous connaissez. Au niveau des cartes spécifiques que vous pouviez avoir dans les Cardass Grand Combat, pourquoi elles sont aussi connues, au-delà d'être traduites en français et d'avoir été, entre guillemets, les cartes que l'on avait dans la cour de récréation, pourquoi les gens tiennent aussi beaucoup à la collection française plus qu'à la collection japonaise, même si moi je suis très fine avec ma collection japonaise, c'est parce que, comme je vous le disais, il y
il y a des cartes exclusives. En gros, Bandai, pour conquérir le marché français, a décidé de rajouter des cartes que les Japonais n'avaient pas, ce qu'on appelle donc du coup les hors-série, qui sont arrivés à partir de la part 3, et les Special Flash, qui sont arrivés à partir de la part 4. Et donc, c'est deux types de cartes pouviez avoir dans vos boosters et que eux, les Japonais, n'avaient pas dans leur collection. Je vais vous montrer du coup ce que c'est une Special Flash et une hors-série. Donc les hors-série, je vous ai déjà montré, celle-là c'est ma préférée, c'est la hors-série part 7, parce que c'est celle que j'ai ouverte dans l'enfance, et évidemment quand tu ouvres ça et que tu ne sais pas que ces cartes existent, que tu as 6 ans et que ton ami avec qui tu passes l'après-midi est avec toi, et te regarde vraiment comme un dieu, hein. Franchement, tu ouvres ça, les gens ne se rendent pas compte comme c'était incroyable pour nous. Hors-série, Dragon Ball GT 1997, voilà, exceptionnel, ça c'est un souvenir d'enfance. C'était avec un ami qui s'appelait Antoine, qui s'appelle toujours Antoine d'ailleurs, même si j'ai plus de nouvelles. Euh, et mes parents, en fait, on passait souvent les après-midi ensemble, et nos parents nous achetaient souvent des sachets de booster Cardass Grand Combat, et j'avais ouvert celle-là. C'est la seule HS que j'ai ouverte. Ouais, ça coûte cher parce que j'ai tenu à les récupérer dans des états quasiment mint. Et donc forcément, pour des cartes qui ont 30 ans, c'est difficile. Pour te donner un ordre d'idée, celle-là, dans cet état, on est aux alentours peut-être des 180 euros, 200 euros, je pense, Matoubat. Ce qui est encore une fois pour la rareté de ces cartes-là. Vraiment, la rareté de ces cartes-là, c'est un prix qui n'est pas si élevé que ça quand tu compares au prix démesuré et délirant que tu peux avoir sur Pokémon. Mais dans cette condition et dans cette rareté-là, c'est des prix qui ne sont pas très très chers, juste parce que c'est une collection de niche qui ne s'exporte pas en dehors de la France, quoi. Mais ça reste un petit billet, tout à fait. Et une spéciale flash, elles qui sont arrivées à partir de la part 4. Là, on a la spéciale flash part 8, qui est la spéciale flash la plus rare, la plus difficile à trouver. Pareil, qui est dans un état, je vous laisse admirer, hein. J'ai pris de belles photos de toutes ces cartes-là sur mon Instagram, val_label4, si ça vous intéresse. Voilà, la spéciale flash part 8 dans cet état-là, c'est juste un bonbon, avec le dos bien particulier des Cardass. Spéciale flash, Bird Studio, Shueisha. Et moi, ce qui m'intéresse, et notamment entre collectionneurs, on parle beaucoup de l'histoire des Cardass, comment elles sont arrivées en France, qui les a éditées, qui les a produites. Et en fait, du fait d'avoir un booster, ça m'a permis l'archéologue que je suis de la Cardass Vintage, ça m'a permis d'avoir 2-3 réponses. En gros, on se demandait toujours, puisque de toute façon, on n'est pas capable d'en retrouver dans les presses, et que les retours de presse sont partis en Hongrie, et que énormément de stocks ont été achetés au Japon et à Hong Kong, quels sont les autres moyens d'avoir des infos sur de la Cardass et peut-être d'en trouver? Eh bien, le moyen supplémentaire, c'est évidemment de retrouver la société qui, 1, les a produites, ou qui, 2, les a distribuées en France. Et on se demandait, parce qu'on savait globalement qui avait distribué, on savait que c'était Upper Deck. Upper Deck, c'est une société qui est basée à Sophia Antipolis, et qui, donc dans le sud, pas loin de chez moi, et qui distribuait notamment des cartes de sport à l'époque, notamment les cartes NBA, pour ceux qui ont connu et collectionné ça dans les années 90, à la grande époque des Chicago Bulls, ça a été très populaire en France. Moi, pour le coup, j'ai pas collectionné les cartes de NBA parce que j'étais trop jeune, mais il y a pas mal de gens nés dans les années 80 qui ont bien connu Upper Deck pour ça, continuent d'ailleurs à éditer des cartes, hein, et à distribuer des cartes Upper Deck. Ils ont fait Wakfu TCG, effectivement, Master. Par contre, on savait pas qui les avait produites. Et donc, il y avait plein de théories qui disaient elles ont été produites, les versions FR, hein, elles ont été produites au Japon, distribuées en France, ou alors elles ont été quand même produites en France et distribuées en France par Bandai FR. Après, moi, j'avais entendu qu'elles avaient été produites en Japon, mais les cartes exclusives, elles, avaient été produites en France, comme les cartes spéciales Flash. J'ai entendu un peu tout et son contraire. Sauf que, en fait, quand tu regardes derrière un booster, eh ben, tu as toutes les infos. En gros, elles sont bien distribuées par Upper Deck dans les années 90, donc par Upper Deck France, basée à Sophia Antipolis. Mais elles ont été imprimées en Chine. Donc en fait, on sait maintenant où elles ont été imprimées. Ce qui fait que pour retrouver des planches d'impression, pour retrouver des cartes qui traîneraient notamment chez l'imprimeur, bah là c'est foutu. Voilà, c'est une piste d'archéologie que l'on peut rayer. Ça a été imprimé en Chine et donc du coup c'est très compliqué d'avoir des planches uncut, des planches d'impression. J'en ai vu passer, j'ai vu des uncut de Cardass Grand Combat, ce qui est
complètement fou. J'en ai pas vu des folles, j'ai pas vu des planches de prisme, mais du coup, voilà, imprimé en Chine, ça fait que globalement, c'est une piste qui tombe à l'eau. Par contre, pour avoir, même, tu vois, ne serait-ce que, moi, j'adorerais avoir un intervenant de l'époque qui s'est occupé de l'implémentation en France, un employé de chez Bandai France, de ces Cardass-là, tu vois. On n'a aucun témoignage de ça sur Internet. C'est à une époque où Internet était très peu mis en avant, très peu démocratisé. Et donc, du coup, on n'a pas de ressources sur ces cartes-là. C'est ce qui les rend si obscures, finalement. La moindre info qu'on peut avoir sur les Cardass, il faut aller la gratter, la chercher, il faut se battre. C'est des discussions entre collectionneurs. Tu vois, de savoir que les retours presse ont été envoyés en Hongrie, il n'y a pas un communiqué officiel, quoi. C'est des trucs qui se transmettent d'oreille à oreille parce qu'il y a des gens qui, justement, ont fouiné pour le savoir. Il y a des blogs, vous savez, des vieux blogs. Vous voyez ce que c'est, des blogs sur Internet? Il y a des blogs qui sont des mines d'or d'informations sur les Cardass. Bref, donc du coup, elles ont été imprimées en Chine, c'est dead. Par contre, elles ont bien été distribuées par Upper Deck France et la société est à Sophia Antipolis. Donc peut-être qu'un jour, il faudrait se rendre à Sophia Antipolis, à Upper Deck France, si c'est toujours en activité, et voir s'il n'y a pas un responsable de l'époque des années 90 qui travaille encore et qui serait peut-être donc une mine d'or d'informations sur ces fameuses Cardass Grand Combat distribuées dans les années 90 parce que je vous dis, je suis un matrixé de cette collection-là, quoi. Si je peux tout savoir, euh, c'est quelque chose qui me fascine, quoi. Aller voyage en Chine de 3 mois pour retrouver l'entrepôt qui contient tous les misprints. Tu rigoles, mais en vrai, j'ai ni le temps ni les moyens, mais c'est le genre de truc qui pourrait saucer des gens, tu vois, parce que en fait, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Moi, ce qui me fascinerait, ça serait d'avoir, et notamment en allant interroger ou un employé de Bandai France ou alors un gars de chez Upper Deck, ce qui nous intéresserait de fou, ça serait d'avoir le volume d'impression de ces cartes-là. Parce que on a beau dire que ce booster-là, il est extrêmement rare parce qu'on n'en voit passer aucun, parce que le peu de collectionneurs qu'on a, ils ne les lâchent pas. On a beau dire que cette carte-là, c'est du miel parce que dans cet état-là, c'est extrêmement rare. En fait, je ne connais pas les volumes d'impression. Donc, je ne sais pas combien de boosters ont été distribués à l'époque, combien ont été imprimés. Et donc, du coup, je ne sais pas combien il y a de cartes hors série et de cartes spéciales flash par série. Et donc, du fait qu'on ne connaisse pas le volume d'impression, il est possible que l'on surestime la population de ces cartes-là, ou qu'à l'inverse, on les sous-estime. Parce qu'on parle de boosters qui sont si rares qu'on n'en voit jamais passer, mais peut-être qu'on est sur des quantités tellement infimes que globalement, on n'en reverra jamais passer des boosters comme ça dans cet état. Je pense que si on avait le volume d'impression, ça rendrait ces cartes encore plus exceptionnelles. À voir si c'est toujours la boîte de Upper Deck France. Mais ça doit se faire, hein, de prendre contact, même de les appeler actuellement. Tu vois, tu regardes Upper Deck France, tu prends ton téléphone, t'appelles, tu dis bonjour, voilà, je mène une enquête, je fais un reportage, c'est une connerie, sur la DB Mania des années 90, vous avez distribué les Cardass Vintage de l'époque, les grands combats, est-ce que vous avez quelqu'un qui travaille dans la boîte depuis plus de 30 ans, un peu difficile à trouver, quoi, et qui aurait du coup une expertise ou des infos à nous révéler. En vrai, ça se fait, ouais, ça se fait, mais bon, j'ai autre chose à faire malheureusement, mais je serai client de ce genre d'enquête de fou, et c'est pour vous dire à quel point ce simple petit booster euh, répond à plein de questions, en amène plein d'autres, stimule ma curiosité et, et régale l'enfant que je suis en fait, et le collectionneur que je suis. C'est pas un simple booster dans lequel j'ai dépensé 700 euros, euh, c'est l'aboutissement d'années de passion, de discussion, de travail, de recherche et de collection. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'item le plus fou de ma collection, et c'est pas un titre putaclic ou un bait, je pèse mes mots, à quel point c'est exceptionnel de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Tu vois, la collection Cardass, globalement sur YouTube, c'est pas énormément mis en avant. Il y a beaucoup de mise en avant, notamment sur Instagram ou sur les groupes Facebook. Moi, ça me fait plaisir de me faire relais aussi, de par ma communauté et ma visibilité, de cette collection folle qui me suit depuis des années, quoi. Euh, et si vous saviez tous les secrets que recèle cette collection, genre typiquement, je pense que vous l'ignorez, mais la part 15 et 16, toutes les prismes sans exception de la part créent un puzzle que l'on appelle le mandala de Goku. Voilà, là c'est toutes les prismes de la part 15 et 16 en deux parts différentes. Et bien si vous les réunissez toutes, vous avez le mandala de Goku exceptionnel.
C'est incroyable de faire ça. Vous vous rendez compte, dans les années 90, comme c'était fou. C'est dingue. Et quand je vous parle de petites surprises cachées, des cartes qui se décollent, des puzzles, des cartes à mettre ensemble, c'est rempli de ça. C'est rempli de ça, les Cardass. Il y a que ça. Il y a toujours une petite histoire à raconter, toujours un petit événement, toujours une petite... Les Japonais, ils sont fans d'anniversaire, de commémoration. Et donc, pour chaque part, il y a un petit truc, une petite histoire. C'est incroyable. C'est rare en Europe et ou en Asie aussi. En Asie, en fait, ça n'a pas été distribué en booster. En Asie, ça a été distribué en white box. Les white box, en gros, c'était des espèces d'énormes box où tu avais 4, 5, 6 fois l'extension complète et que tu mettais dans une machine, dans une tirette, en fait, ce qu'on appelle une vending machine. Et donc, tu mettais une pièce, tu tournais la vending machine et tu avais une carte. Et avant, au Japon, ils n'étaient pas le mode de distribution au début des années 90, c'était pas les boosters. C'est surtout Magic qui a mis en avant le mode de distribution booster. Et donc, du coup, le Japon s'est mis à l'équilibre de Magic et a commencé à éditer des boosters au milieu des années 90, mais notamment pour les Super Battle qui, elles, ont fini leurs impressions en 96 au Japon. Il n'y a jamais eu de booster. C'est seulement pour la version française qu'on a des boosters Cardass. Au Japon, c'était distribué en vending machine, tout simplement. Bah, complètement, Ashnou. Hein. Il y a énormément de gens qui ont découvert Pokémon dans la cour de récréation parce qu'ils avaient des Cardass Dragon Ball et qu'ils ont trade leurs Cardass Dragon Ball en Cardass Pokémon. Pokémon a décidé de faire des cartes à collectionner parce que justement ils voyaient l'essor des Cardass. En fait, il y a une filiation directe de tous les TCG à collectionner avec les Cardass. Et les gens l'ignorent parce que les gens font pas d'archéologie et d'histoire du TCG. Mais Pokémon n'aurait jamais fait de cartes à la base s'il n'avait pas le succès des Cardass au Japon tel qu'il a été. Et ça va même plus loin, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez faire waouh, je pense. Hein. Pokémon avait aussi ses Cardass. Avant même d'éditer les cartes Pokémon telles que vous les connaissez, le TCG, il y avait des Cardass Pokémon qui s'appelaient Pocket Monster. Eh ouais, ça vous en bouche un coin. Hein. Ça, c'est littéralement la même collection que les cartes Dragon Ball que je vous ai montrées, mais pour Pokémon. Et c'est sorti avant les cartes Pokémon. Et ça, bah, ça a forcément eu une influence non négligeable sur Pokémon. Donc oui, quelque part, il y a une filiation directe entre la Cardass et tous les TCG actuels. Et pour les jeunes comme moi en France qui ont collectionné les cartes DBZ, bah forcément, quand il y a eu des cartes Pokémon, on était déjà au fait de la collection des cartes. On a tradé nos cartes DBZ par des cartes Pokémon. Et ensuite de ça, quand on a grandi un petit peu, quand on est arrivé au collège, on a tradé nos cartes Pokémon pour des cartes Magic. Et ainsi de suite, jusqu'à devenir créateur de contenu et vous partager la passion des TCG. Mais encore une fois, j'insiste, s'il n'y a pas de Cardass DBZ, je ne suis pas devant vous en vidéo. Et j'en suis bien conscient. Non, ça n'a jamais été imprimé en France. Jamais, c'est seulement au Japon. Tu vois, ça s'appelle Pocket Monster, c'était l'ancien nom de Pokémon. J'espère que ça vous a plu, que cette petite histoire des Cardass Vintage, cette petite rétrospective vous a intéressé. Je voulais vraiment le faire au feeling, vous parler de ça comme un passionné qui en parlerait à un de ses amis. J'ai pas écrit la vidéo en amont, donc je suis passé un peu d'un point à un autre en revenant sur d'autres points. J'espère que ça ne vous a pas trop perdu et que c'était quand même intelligible et intéressant à entendre. Ça sera donc du coup la fin de cette vidéo pour YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette petite histoire sur l'item le plus fou de ma collection. Croyez-moi bien que si j'ai d'autres boosters Cardass, je vous les présenterai évidemment sur Twitch et je vous mettrai la rediff évidemment sur YouTube. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ça, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, laissez un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Pour plus de contenu Cardass, parce qu'on est quand même sur une chaîne multi-TCG, donc c'est pas forcément propice aux cartes de collection qui ne se jouent pas. Je me permets quand même d'en parler parce que je suis un passionné, que c'est ma chaîne et que ça me plaît. Mais globalement, il y aura toujours plus de contenu sur mon Instagram, val_labelcard. Donc pour tous les passionnés de la Cardass, ça se passe directement dans la description. Merci à tous d'avoir visionné. Passez une excellente journée, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.